Pour Marion, Noël n'avait pas toujours été le meilleur moment de l'année. En fait, c'était même plutôt l'inverse. Elle venait d'une famille pauvre et Noël avait pour elle longtemps été associé avec déception et jalousie. Quand ses camarades d'école recevaient des consoles de jeux, des vêtements de marque à la mode ou d'immenses animaux en peluche, elle devait souvent se contenter d'un magazine de poneys acheté à la va-vite par son père au comptoir d'une station-service. Ou alors de la vieille robe d'une de ses sœurs, emballée par sa mère dans une jolie boîte pour lui donner un air faussement neuf. Quand les autres familles chantaient en chœur autour du sapin et mangeaient autour d'une grande table d'alléchants plats longuement préparés, elle devait se satisfaire d'un plateau repas spécial Noël du supermarché, en regardant un film idiot à la télé, devant lequel ses parents finissaient irrémédiablement par s'endormir. Quand les paroissiens du village se rendaient, petits et grands jusqu'à l'église, portant bougies et flambeaux pour célébrer tous ensemble la messe de minuit, Marion regardait leur procession par la fenêtre de sa chambre. Pas particulièrement pratiquant ni même croyant, ce n'était certainement pas son père ni sa mère qui allaient l'emmener à une célébration religieuse. Elle ne leur en voulait pas, les parents de Marion faisaient de leur mieux, mais devaient pour cela travailler très dur pour un salaire de misère. Et pour eux, le 25 décembre s'apparentait à un jour froid d'hiver comme un autre. Marion s'était toutefois promis qu'un jour, elle aussi aurait droit à un véritable Noël, comme dans ces films idiots, avec des cadeaux, du faste et des chants. Après avoir bataillé des années durant à travailler d'arrache-pied pour payer ses études de droit et obtenir un doctorat durement acquis, elle avait enfin pu regarder les lumières et les décorations qui parsemaient la ville d'un autre œil. Bien qu'elle puisse enfin participer au consumérisme et à l'emballement marchand, elle souffrait toujours du même manque d'esprit de famille que dans son enfance. C'est pourquoi cette année, elle était heureuse et fière de participer au Noël de la famille Schaffer, dans leur magnifique villa d'hiver de Schwarzwald. Marion avait rencontré Stéphane l'an dernier, peu après son arrivée en ville. Elle en avait un peu honte, mais ils s'étaient connus grâce à une application de rencontre. Ils s'étaient donné rendez-vous pour la première fois dans un grand restaurant et le courant était immédiatement passé. Stéphane était beau, intelligent, bien éduqué et drôle. Il n'avait rien à voir avec ses précédents petits copains. Les premiers mois de leur relation avaient été passionnés et quand tous deux s'étaient rendus compte qu'il ne s'agirait pas que d'une passade, ils avaient emménagé ensemble. Cela faisait 6 mois à présent qu'ils vivaient ensemble dans une relation que Marion pouvait qualifier de parfaite. De jour en jour, elle se sentait plus amoureuse de Stéphane, un sentiment qui était partagé. Depuis quelque temps, ils s'étaient même mis à parler de fiançailles. Du coup, c'est donc très naturellement que Stéphane l'avait invitée à participer au traditionnel Noël des Schaffer. Il souhaitait par cette même occasion la présenter officiellement aux membres de sa famille, qui, selon lui, se réjouissait de la rencontrer. Marion ne s'était pas fait prier. N'ayant eu jusque-là que des contacts téléphoniques, elle était impatiente d'enfin entrer dans le clan et, qui sait, peut-être d'y trouver une place. Soucieuse de faire bonne impression, Marion passa tout le mois de décembre à se préparer pour ce fameux week-end. Inondant Stéphane de questions, elle tâcha de retenir un maximum d'informations au sujet de ses oncles, ses tantes, ses cousins et autres neveux ou nièces. Elle s'offrit une nouvelle robe de soirée, de nouveaux escarpins, et se rendit chez le meilleur joaillier qu'elle connaissait pour y choisir une splendide paire de boucles d'oreilles. Elle avait également fait le tour de dizaines de magasins afin de trouver un cadeau personnalisé à chaque personne prévue lors du réveillon. Les préparatifs lui demandèrent un temps fou et beaucoup d'énergie, mais cela en valait la peine. Impressionnée, sa potentielle future belle-famille lui tenait vraiment à cœur. Elle avait le sentiment que si elle faisait les choses bien, qu'elle se donnait du mal, elle serait acceptée et ferait alors partie de cette famille soudée. Les jours se succédèrent, de plus en plus rapidement. Et enfin, le jour J arriva. Le trajet jusqu'à la villa durerait plusieurs heures, et il devait donc partir tôt. Après avoir rempli le coffre de cadeaux emballés et de valises, Stéphane proposa de conduire, laissant Marion prendre place sur le siège passager. Et sous une neige généreuse, digne d'un film de Noël,
Les deux amoureux prirent donc la route. Les Schaffer possédaient plusieurs résidences secondaires, mais la villa de la Forêt-Noire était sans doute la plus impressionnante d'entre elles. Bâtie au XVIIIe siècle dans un style gothique moderne, avec une touche de rusticité bavaroise classique, elle était immense, contenait plus de 20 chambres et était entourée d'un terrain de plusieurs hectares de forêts et de prairies. À travers la vitre de la voiture, Marion apercevait depuis un moment déjà les lumières de la villa, qui apparaissaient et disparaissaient au gré des virages de la petite route de montagne. À cette période de l'année, tout était recouvert d'une épaisse couche de neige, et le soleil se couchait tôt. À leur arrivée, il faisait nuit. Ainsi, Marion put d'autant plus admirer la débauche de lumière, se dessinant sur le ciel noir et se reflétant dans la poudreuse. Le chemin qui menait à la bâtisse était bordé de lampadaires, et quelqu'un avait accroché des guirlandes lumineuses sur la haie. Stéphane conduisit jusqu'à une grande place pavée où étaient déjà stationnées plusieurs voitures. Il arrêta le moteur, se retourna vers Marion et lui fit un petit sourire. Ils étaient arrivés. La place baignait dans une lumière chaude et jaune, provenant des centaines de guirlandes décorant la façade et les environs de la demeure, mais aussi d'un énorme sapin de Noël, sans doute installé pour l'occasion non loin de la porte d'entrée. Les décorations, couplées à la neige immaculée qui recouvrait presque tout et continuait de tomber, créaient une atmosphère absolument fantastique. Apparemment, on s'était donné beaucoup de mal pour rendre cet endroit aussi magique que possible. Et le résultat était là. Marion était impressionnée. Elle regardait autour d'elle tout en enfilant son manteau. Stéphane était amusé par son air ébahi et la prit par la main, l'emmenant vers le porche. Ils gravirent les quelques marches pour se retrouver devant la lourde porte de chêne finement gravée, sur laquelle était accrochée une couronne de houx et de branches de sapin. Au moment où Stéphane appuya sur le bouton de la sonnette, Marion était nerveuse et ne pouvait s'empêcher de remettre ses cheveux en place. Un carillon retentit à l'intérieur et, un instant plus tard, la porte s'ouvrait. Un élégant attendant les invita à entrer en leur souhaitant cordialement la bienvenue. À son tour, Stéphane salua Grégory, en chuchotant à Marion qu'il s'agissait de l'un des plus anciens employés de sa famille et qu'il le connaissait depuis son enfance. Marion n'avait pas l'habitude de s'adresser à du personnel de maison, mais l'intendant la mit tout de suite à l'aise, l'accueillant avec bienveillance et humour. Marion fut étonnée des connaissances de l'homme à son sujet. Il savait son nom de famille, sa profession et sans doute bien d'autres choses. Mais cela devait faire partie de son métier. Quoi qu'il en soit, il inspira beaucoup de sympathie à Marion. À peine Grégory les avait-il débarrassés de leur manteau que les deux amoureux furent assaillis par l'accolade d'un second individu grand et bien habillé. Il avait les épaules larges et enserrait à la fois Stéphane et Marion, manquant de leur couper le souffle. « Salut, frangin! Alors, présente-moi cette beauté !» déclara-t-il en libérant les deux malheureux de son étreinte. Karl, le frère cadet de Stéphane, fut donc le premier membre de la famille à se présenter officiellement. À côté de lui se tenait une jeune femme blonde ainsi qu'un petit garçon qui semblait gêné par le col de sa chemise car il n'arrêtait pas de tirer dessus. Il s'agissait de Éléanore, la femme de Karl, et de Sébastien leur fils. Tous deux saluèrent à leur tour les nouveaux arrivants, Éléanore s'excusant pour le comportement bourru de son mari. Celui-ci feignit d'être outré, puis attrapa sa femme par les hanches avant de l'embrasser dans l'hilarité générale. Jusque-là, les Schaffer étaient très chaleureux, ravis de voir une nouvelle tête, et Marion commençait à se détendre. Elle avait eu peur de devoir faire de gros efforts pour créer et gérer la conversation, mais il semblait que cela allait se faire tout à fait naturellement au final. Pour faciliter les échanges, les Schaffer avaient une règle durant les repas de famille. Les téléphones devaient tous être déposés dans une corbeille, à l'entrée, et ne pas être consultés de toute la soirée. Trouvant l'idée plutôt bonne, Marion déposa son portable dans la corbeille que lui tendait Karl, et qui en contenait déjà beaucoup. Tout en discutant, Karl et Éléanore entamèrent un tour du rez-de-chaussée, agrémentant la visite de commentaires architecturaux et historiques. Ainsi, l'intérieur de la villa était tout aussi impressionnant que l'extérieur.
La porte d'entrée donnait sur un grand salon, meublé avec goût et tout aussi décoré que les haies ou la façade. Un deuxième sapin, plus petit que celui du dehors, mais aussi beau, ornait l'un des coins. Un peu plus haut, Marion vit une balustrade, faisant tout le tour de la pièce et donnant sur plusieurs portes au premier étage, sûrement des chambres. Effectivement, la maison devait être immense. Encore au-dessus, la charpente, visible depuis le salon, ressemblait à la quille d'un immense bateau. Les murs étaient couverts de boiseries très anciennes, magnifiquement ouvragées, et un feu crépitait dans la grande cheminée de pierre au milieu de la pièce. Un personnage moustachu, à l'allure intrigante, sortit de l'embrasure d'une porte, un verre de champagne à la main. « Cessez donc un peu de les ennuyer avec vos obsessions d'architecte, les enfants !» Il invita le petit groupe à le suivre dans la salle à manger, d'où il était sorti, et d'où provenaient des bruits de conversation. Il s'agissait de l'oncle de Stéphane, Edmond. Stéphane chuchota à Marion qu'il avait le titre de duc, mais qu'il n'appréciait pas qu'on l'utilise. La salle à manger était elle aussi immense et richement décorée. Un côté entier de la pièce était constitué de hautes fenêtres en ogive qui permettaient de voir la neige tomber à l'extérieur. Il y avait déjà beaucoup de monde, en train de discuter et de boire du champagne, debout ou assis à la table massive qui occupait le centre de la pièce. Edmond se chargea d'introduire la jeune fille au reste de la famille. Il commença par le frère aîné de Stéphane, Alexandre, et sa femme Lorraine, qui attendait un enfant. Tous deux se levèrent pour gratifier Marion d'une bise chaleureuse et lui souhaiter la bienvenue. Alexandre, qui demanda tout de suite à Marion de l'appeler Alex, était presque aussi grand que Karl, mais tout aussi sympathique, quoique plus mesuré. Lorraine était à son 4e mois de grossesse, et l'on commençait à deviner son ventre sous sa robe. Elle plaisanta avec Marion, mais paraissait tout de même fatiguée, ce qui était normal. Aussi, elle les laissa se rasseoir et continua la tournée avec Edmond. À peine s'était-elle retournée qu'une voix aiguë l'apostropha. C'était la belle-mère de Stéphane, Svetlana. Marion savait que Stéphane avait perdu sa mère très jeune et que son père s'était ensuite remarié. Mais elle savait aussi que pour lui, Svetlana était comme une mère. Elle l'avait d'ailleurs eu plusieurs fois au téléphone et reconnut immédiatement sa voix si caractéristique, teintée d'un reste d'accent russe. Excentrique et pleine d'énergie, Svetlana faillit renverser sa coupe en prenant Marion dans ses bras, puis Stéphane. Elle portait une robe splendide avec un col de fourrure et prit Marion par le bras pour continuer les présentations, laissant l'oncle Edmond et Stéphane derrière. Elle emmena Marion hors de la salle à manger et lui montra tour à tour les cuisines, les salles d'eau et la piscine intérieure, à la vue de laquelle Marion ne put réprimer un « waouh », ce qui amusa Svetlana, ainsi qu'un autre salon plus modeste, aux murs recouverts d'étagères garnies de livres. C'est dans ce dernier qu'ils retrouvèrent le reste de la famille, les cousins de Stéphane. Henri, Théo et Elisabeth, que l'on appelait communément Lise. Tous trois avaient à peu près le même âge que Marion et étaient ravis de la rencontrer. D'après Théo et Henri, Stéphane leur avait beaucoup parlé d'elle. Les garçons étaient un peu maladroits et gauches dans leurs gestes et leurs paroles. Ils semblaient plus impressionnés par elle que l'inverse et commencèrent à l'assaillir de questions. Heureusement, Svetlana et Lise vinrent au secours de la pauvre Marion en se moquant des deux dadais et leur rappelant qu'elle était déjà prise. Les trois femmes repartirent en direction de la salle à manger, prétextant avoir envie de champagne. Tout en marchant, Marion tâcha de faire le point. Elle avait rencontré les deux frères de son homme, Marc, et sa femme Éléanore, ainsi que le petit Sébastien, et Alex, avec son épouse enceinte, Lorraine. Elle connaissait déjà Svetlana, leur belle-mère, et il y avait ensuite Théo et Henri, les cousins un peu lourdeaux, et leur sœur Lise, qui marchait à côté d'elle. Sans oublier Grégory, l'intendant, et l'oncle Edmond, le frère du patriarche. Mais le patriarche, Marion ne l'avait pas encore vu. Elle demanda donc à Svetlana si le père de Stéphane, Harold Schaffer, se joindrait à eux. Cette dernière prit alors un air plus grave et lui expliqua qu'Harold, qui souffrait depuis plusieurs années d'une grave maladie, était dans une chambre à l'étage, mais resterait probablement alité tout le week-end. Marion était désolée d'entendre cela, mais se dit qu'avec un peu de chance,
elle aurait tout de même l'occasion de croiser le vieil homme. En plus, elle avait déjà beaucoup de nouvelles relations à consolider. Elles arrivèrent à la salle à manger au bon moment. Grégory était allé chercher les deux cousins et toute la famille se rassemblait autour de la table que deux employés de maison terminaient de dresser. Avant que tout le monde ne se soit assis, Alex se proposa de porter un toast à cette belle assemblée ainsi qu'à son père Harold, trop fatigué pour participer aux festivités. Il ponctua son court discours d'un « Joyeux Noël », puis s'assit en invitant les autres convives à en faire de même. Marion prit place à côté de Stéphane et le dîner commença. Les employés allaient et venaient, apportant depuis la cuisine des plats plus alléchants les uns que les autres, sous la direction de Grégory, qui s'assurait que le champagne coule à flot. De ce fait, à l'exception d'Alex qui ne buvait jamais et de Lorraine qui était enceinte, tous les invités se désinhibèrent au cours du repas sous l'effet de l'alcool et de la bonne nourriture. Ainsi, Marion put participer à de nombreuses discussions hilarantes concernant des détails de la vie des chauffeurs, de leurs amours, de leurs passions et de leurs échecs. Elle-même ne se priva pas de raconter quelques anecdotes embarrassantes, quand l'un ou l'autre insistait suffisamment. La soirée avançant, l'ambiance se faisait toujours plus festive et bruyante. Alors que minuit approchait et que la fête se déplaçait au salon, l'oncle Edmond s'assit au piano et entama, non sans fausse note, différents chants de Noël. Il fut rapidement rejoint par Henri, Lise et Théo, qui chantaient tous plus faux l'un que l'autre, mais réussirent à motiver tout le monde à danser. Au bout d'un moment, l'oncle Edmond capitula et quitta le tabouret de piano avant d'allumer la sono. Les rires et les chants continuèrent longtemps. Prise dans l'ambiance, Marion remarqua toutefois l'absence d'Alex parti chercher des liqueurs à la cave, et depuis plus d'une demi-heure déjà. En le cherchant du regard, elle distingua Lorraine entre les danseurs, qui semblait elle aussi préoccupée par la disparition soudaine de son mari. Marion lâcha les mains de Karl, avec qui elle dansait, pour se diriger vers Lorraine, qui jetait des coups d'œil inquiets à sa montre, puis à la porte de la cave. Marion était sur le point d'ouvrir la bouche, mais fut interrompue par une voix puissante qui couvrait la musique. Alex venait de débarquer dans le salon, les bras chargés de bouteilles multicolores. Il annonça qu'il emmenait avec lui le meilleur du meilleur de la liqueur, puis fit le tour des convives, leur servant un verre de ce qu'il jugeait le plus approprié à chacun. Du schnapps bavarois pour l'oncle Edmond et les cousins, un rhum des Caraïbes hors de prix pour Karl et évidemment la vodka préférée de Svetlana. Même Grégory se laissa convaincre par une tombée de whisky 20 ans d'âge. Après tout, il avait depuis longtemps renvoyé les employés chez eux et était comme un membre de la famille. Il pouvait donc se permettre de se détendre et profiter un peu de son Noël. Alex tombait à chaque fois juste, et lorsqu'il tendit un verre à Marion, celle-ci fut très agréablement surprise d'y reconnaître son cognac favori. Elle remercia et félicita Alex, que l'assemblée se mit alors à applaudir. Il salua son public comme au théâtre. Apparemment, c'était l'un de ses talents, et il faisait ce numéro chaque année. La fête continua de plus belle. Marion s'amusait. Elle profitait de l'instant et de la bonne chère, de l'ambiance familiale, du cognac, et se laissait bercer par les événements. Quand minuit arriva, toutes les horloges, les pendules et les coucous de la demeure sonnèrent 12 fois, et Marion en profita pour s'asseoir un instant dans le confortable canapé qui faisait face à la cheminée, histoire de faire une pause. Elle plongea le regard dans les flammes, puis admira la neige qui tombait en s'intensifiant au dehors. La chaleur du feu, opposée au blizzard qui s'annonçait, lui fit encore plus apprécier l'atmosphère feutrée du salon. Elle fut rejointe par Lise, qui commençait elle aussi à fatiguer, et qui posa sa tête sur son épaule. La jolie cousine de Stéphane demanda à Marion si leur histoire était sérieuse, ce à quoi elle répondit par la positive. Lise lui avoua alors qu'elle était heureuse et qu'elle se réjouissait de passer plus de temps avec eux. Les deux jeunes femmes se prirent affectueusement dans les bras. Leur étreinte fut toutefois brutalement interrompue par un cri d'effroi suivi d'un sanglot. Elles se retournèrent pour voir la famille attroupée autour d'Éléanore, qui peinait à reprendre sa respiration. Marion ne saisit pas tout de suite la situation, mais finit par comprendre que le petit Sébastien avait disparu. Ainsi, la soirée prit une tournure inattendue. L'enfant qui jouait au pied du sapin depuis la fin du repas
semblait bel et bien s'être volatilisé. Éléanore l'avait cherché dans toutes les pièces du rez-de-chaussée et selon elle, il ne serait jamais monté à l'étage ou sorti sans autorisation. Plus elle le cherchait, plus elle paniquait. Totalement affolée, elle avait alors déboulé dans le salon en hurlant que son fils n'était plus là, qu'il avait disparu. Dès lors, la musique s'était arrêtée et les invités avaient décidé de se séparer pour fouiller la maison et retrouver le petit. Marc et Lise tentaient de calmer Éléanore, mais celle-ci les repoussait en criant et en pleurant, sous le coup de la peur et de la colère. Marion, bien que surprise par la réaction démesurée d'Éléanore, décida de participer aux recherches avec Stéphane. Le couple allait commencer par la piscine, qui leur semblait être l'endroit le plus potentiellement dangereux pour un enfant. Une fois seul, Stéphane confia à sa petite amie que la mère du garçon était un peu excessive lorsqu'il s'agissait de son fils. Marc et elle avaient eu beaucoup de mal à concevoir un enfant, et depuis la naissance de Sébastien, elle était devenue de plus en plus protectrice envers lui. Selon Stéphane, elle était complètement hystérique, et depuis quelque temps, elle pourrissait la vie de son frère, avec de violentes crises de paranoïa. Le garçon allait sans doute très bien, il s'était simplement caché dans un placard, voilà tout. C'était le seul enfant de la maison, il fallait bien qu'il s'occupe. Marion était un peu sceptique, mais les propos de son petit ami la rassurèrent quant au sort de Sébastien. Elle se mit alors à réfléchir, en regardant les reflets qui jouaient à la surface de la piscine. Un placard ? Une cachette secrète ? Où un enfant irait-il se cacher pour échapper aux barbantes discussions d'adultes alcoolisés ? Une idée se dessina alors dans sa tête. Et si Sébastien avait voulu s'éloigner un peu du bruit ? Et s'il n'avait pas pu entendre sa mère l'appeler, là où il était ? Elle exposa sa théorie à Stéphane, qui pensa immédiatement à un endroit bien précis, le garage. Il prit Marion par la main, traversa en hâte la piscine, pour arriver devant une fine porte en bois clair. Quand il l'ouvrit, un souffle froid s'en échappa, donnant la chair de poule à la jeune femme. Il y avait plusieurs voitures dans le garage, mais dans l'obscurité, il pouvait voir que le plafonnier de l'une d'entre elles était allumé. Ils se rapprochèrent, déclenchant les lumières automatiques, et croisèrent alors le regard surpris de Sébastien, qui leur fit signe à travers la vitre. Stéphane, un peu essoufflé, ouvrit la portière puis tira Sébastien du siège sur lequel il était assis. Marion le fit reculer, lui demandant d'être plus doux avec le petit garçon, qui ne comprenait pas ce qui se passait. Il avait des écouteurs dans les oreilles, reliés à une tablette numérique qu'il tenait dans les mains. Marion s'agenouilla à son niveau et lui ôta délicatement les appareils. Elle lui demanda si tout allait bien et qu'il s'était vraiment choisi une super voiture. Sébastien sourit et lui dit qu'un jour, il en conduirait une comme ça, quand il serait agent secret. Le petit garçon tirait encore sur le col de sa chemise, et Stéphane s'agenouilla à son tour pour en défaire le bouton du haut. Le sourire de Sébastien s'élargit. Il accepta de prendre la main de Marion et de les suivre, quand ils lui expliquèrent que sa maman commençait à s'inquiéter et qu'il y avait encore plein de cadeaux à ouvrir. Les deux jeunes gens culpabilisaient de ne pas s'être plus souciés du petit jusque-là, mais ils allaient se rattraper. Ils croisèrent rapidement un autre groupe de recherche. Éléanore se précipita en pleurs sur son fils et l'enlaça, l'arrachant à Marion et Stéphane. Après quoi, elle leur demanda ce qu'ils avaient fait à son fils et où ils l'avaient emmené, sur un ton accusateur. Marc la réprimanda et lui rappela qu'il devait plutôt la remercier, mais Éléanore se contenta de lui lancer un regard noir et continua à couvrir son fils de caresses et de baisers, tout en reboutonnant le col de sa chemise. Les autres hésitaient entre le soulagement et le malaise, mais furent rapidement surpris par le clignotement des ampoules. Après quelques secondes, le courant sembla se stabiliser et la lumière cessa de vaciller. Un autre cri, bien plus déchirant, retentit alors dans la maison. Tous se précipitèrent au salon pour y découvrir Lise, horrifiée et secouée de tremblements d'effroi, qui regardait par la fenêtre. Elle avait les mains sur la bouche. À l'extérieur, sur la neige gorgée de sang, il y avait un corps humain, immobile et couché sur le ventre. Après un instant d'incompréhension, les invités se figèrent d'horreur. Éléanore cacha les yeux de Sébastien et l'emmena hors de la pièce.
Stéphane réussit à s'empêcher de vomir, ce que ne parvint pas à faire Marc. L'oncle Edmond détourna les yeux avec une grimace, mais la réaction la plus déchirante vint d'Henri. Ayant reconnu la veste beige de son frère Théo, il s'était mis à pleurer, en frappant contre les fenêtres avant de se précipiter à la porte d'entrée pour tenter de le rejoindre. Mais la lourde porte refusait de s'ouvrir, malgré l'acharnement d'Henri. Il criait qu'il fallait aider son frère, et tout le monde tentait du mieux qu'il le pouvait de le calmer, tout en cherchant un moyen de sortir. Les fenêtres étaient elles aussi bloquées. Finalement, Stéphane, dans un élan de désespoir, lança une chaise contre l'une des vitres qui se brisa avec fracas. Beaucoup furent effrayés par le bruit, mais pas Henri, ni Lise, qui s'empressèrent d'escalader le rebord sans se soucier des éclats de verre qui leur coupaient les mains. Une fois à l'extérieur, Henri retourna son frère sur le dos, et Lise laissa échapper un nouveau cri d'horreur à la vue du visage du jeune homme. Stéphane écartait les bras pour dissuader d'autres personnes de traverser l'ouverture, mais Marion put tout de même distinguer ce qui avait traumatisé Lise. Théo était affreusement défiguré. Sa mâchoire était cassée et pendait sur le côté. Sa langue, ses lèvres et une partie de sa gorge avaient été arrachées, laissant une balafre sanglante là où se trouvait sa bouche. Il n'y avait plus rien à faire. Théo était mort, et apparemment d'une horrible façon. Marion eut un haut le cœur, détourna les yeux de cette vision abominable et tomba dans les pommes. Quand elle émergea un peu plus tard, Marion était encore sonnée. Elle était restée inconsciente un bon moment et quelqu'un l'avait déposée sur le divan de la bibliothèque. La tempête faisait maintenant rage dehors, et les convives s'étaient tous déplacés vers une pièce dont les fenêtres étaient encore entières. Le corps de Théo avait été déplacé jusqu'à la salle à manger et recouvert d'un drap blanc. Des traces de sang séché étaient d'ailleurs visibles sur les vêtements et les bras de plusieurs personnes. Marion se redressa lentement. Elle remarqua alors Svetlana, assise à côté d'elle, tenant Lise dans ses bras. Leur maquillage avait coulé sous leurs yeux et les deux femmes sanglotaient encore. Henri aussi pleurait, debout, le front appuyé contre une fenêtre. Éléanore et Sébastien, eux, n'étaient pas dans la bibliothèque, sans doute pour épargner le petit. Aucune trace non plus de l'oncle Edmond ni de Grégory. L'esprit encore embrumé, Marion chercha instinctivement son petit ami du regard. Elle le vit dans un coin de la pièce, se disputant avec ses frères. Les trois hommes avaient les manches retroussées et des taches rouges sur les avant-bras. Leur querelle était très animée. Apparemment, tous les téléphones avaient disparu et la fratrie se renvoyait la faute. Marc était accusé d'avoir mis les téléphones dans une corbeille, puis de l'avoir perdu. Stéphane en voulait à leur père d'avoir fait enlever la ligne fixe. Et Alex reprochait aux deux autres d'avoir instauré cette règle stupide, même si dans le fond, quoi qu'il en soit, le fait était que le groupe n'avait plus aucun moyen de joindre l'extérieur, et donc d'appeler de l'aide. Chose plus étonnante, toutes les entrées de la villa étaient verrouillées. Le givre semblait avoir soudé portes et fenêtres que l'on ne parvenait plus à ouvrir de l'intérieur. Mais pour aller où de toute façon ? De ce que Marion avait compris, la neige bloquait très certainement les routes, et il était hors de question de tenter une sortie à pied par ce froid, car la maison la plus proche était à des dizaines de kilomètres. Comme pour souligner ces faits, une violente bourrasque fit claquer les volets de la fenêtre, faisant au passage sursauter Henri. Quand Stéphane remarqua le réveil de Marion, il se calma un peu et prit congé de ses frères pour la rejoindre et la serrer dans ses bras. Il lui demanda comment elle se sentait, une question que lui retourna la jeune fille. Tout le monde était secoué, même très secoué. Certains étaient accablés, traumatisés, d'autres terrifiés. Mais en tout cas, personne ne souhaitait rester dans une maison avec un cadavre. Encore moins si le décès était inexplicable. Le choc passé cependant, certaines discussions avaient commencé à engendrer des hypothèses. Un accident, une bête sauvage, ou même un tueur en série. La psychose commençait à envahir le petit groupe. Quand Éléanore fit son retour, elle était dans un état terrible.
Elle criait et jurait, demandant ce qui se passait, en proie à des émotions visiblement incontrôlables. Elle hurlait qu'elle voulait s'en aller loin, partir avec son fils, que cette famille était maudite, qu'elle mourrait de peur. Son mari lui attrapa les poignets et tenta de la calmer, mais elle se débattit et le frappa plusieurs fois au visage en le couvrant d'insultes. Marc finit par la lâcher et c'est Henri qui lui asséna une gifle. Sous l'effet de la douleur et de la surprise, Éléanore se calma instantanément. Avant qu'elle ou Marc ne puisse réagir, le jeune cousin, les yeux embués de larmes, leur ordonna de faire preuve de respect pour son frère et de se maîtriser. Les deux époux, honteux, se retirèrent en silence. La panique fut évitée, mais pour combien de temps ? Stéphane se leva et alla trouver Alex. Les deux se concertèrent un instant, puis se placèrent au centre de la pièce. Ils attendirent une minute afin que les autres puissent lever les yeux vers eux. « Je pense que nous devons nous organiser et ne pas céder à la panique », déclara Stéphane d'un ton qui se voulait rassurant. « Nous sommes tous très secoués, mais pour l'instant, rien n'indique que nous sommes en sécurité. Notre priorité devrait être de comprendre le danger et de s'en protéger, » ajouta Alex. Malgré quelques remarques, l'ensemble des invités finit par agréer. Effectivement, nul ne connaissait la cause de la mort de Théo, et toutes les hypothèses étaient ouvertes. Le danger rôdait peut-être encore quelque part autour de la maison. Petit à petit, les pleurs se tarissaient à mesure que les propos d'Alex résonnaient chez les invités. Le deuil devrait attendre. Alors qu'un semblant de calme revenait dans la pièce, Grégory entra, arborant son habituelle attitude solennelle. Il confirma à l'assemblée que chaque issue était verrouillée et qu'il n'avait aucun moyen ni aucune idée pour les ouvrir. Il se tourna ensuite vers Svetlana pour lui annoncer qu'il était également allé voir le patriarche à l'étage et que ce dernier dormait mais se portait bien. Il avait préféré ne pas le réveiller pour lui épargner la tragédie, du moins pour le moment. Svetlana l'en remercia. Elle lui demanda également s'il avait retrouvé les téléphones. Grégory sembla troublé et hésita un instant avant de répondre. « Madame, je suis désolé. Je me suis seulement occupé de vérifier les issues. C'est monsieur Edmond qui devait se charger des téléphones. » Les deux hommes avaient en effet quitté la salle ensemble, mais s'étaient ensuite répartis les tâches pour gagner du temps, Edmond ayant insisté pour faire quelque chose d'utile. Des regards inquiets parcoururent la bibliothèque, cherchant le duc, mais il n'était nulle part. Le silence tomba, et au moment où l'assemblée commença à réaliser ce que cela impliquait, toutes les horloges, les pendules et les coucous de la maison sonnèrent une fois. À nouveau, la lumière tressauta, puis, rompant le silence de mort, l'on perçut, provenant du salon, un chant de Noël étouffé. Indiquant aux autres de ne pas bouger, Stéphane, Alex et Marion suivirent lentement, à pas feutrés, la musique. Ils constatèrent qu'elle provenait d'un vieux gramophone, que tout le monde ne pensait être que décoratif, et sur lequel tournait un disque. Intrigué et terrorisé, Marion ne remarqua qu'après un instant l'air ébahi des deux hommes qui l'accompagnaient, et ce qui les avait fait lever la tête. Une forme humaine était suspendue par le cou à l'une des poutres de la charpente, par une grosse corde. La corde en question était suffisamment longue pour que les pieds de l'oncle Edmond se retrouvent à hauteur d'épaule. Le corps était immobile, tournant légèrement au gré des courants d'air. Le gramophone laissait toujours échapper la mélodie festive qui résonnait alors sinistrement. Les trois jeunes gens, toujours silencieux, ne pouvaient que regarder, tandis que le disque arrivait à sa fin et qu'il ne resta que du bruit blanc. Après une minute, Stéphane commença à monter les escaliers. « Qu'est-ce que tu fais ?» lui demanda Marion. « On ne peut pas le laisser comme ça. » Une fois à l'étage, Stéphane se pencha au-dessus de la balustrade pour trancher la corde, pendant qu'Alex tentait de retenir le cadavre en le soulevant par la taille. Mais il avait apparemment sous-estimé le poids de l'imposant Edmond,
et tous deux tombèrent à terre avec un bruit mat. Alex eut alors l'occasion de voir de près le visage bleuï, les yeux injectés de sang et la langue boursouflée qui sortait de la bouche de son oncle. Dans un mouvement de dégoût, il repoussa le cadavre et s'en éloigna en rampant avant de se relever. Quelques instants plus tard, le corps de l'oncle Edmond avait rejoint celui de Théo à la salle à manger. Le gramophone avait été éteint et la corde détachée. Il était temps d'informer le reste de la famille.